Dès lors que l'on se retrouve dans une conversation avec des gens que l'on vient tout juste de rencontrer, si ces gens portent un minimum d'intérêt pour la culture populaire, cette question finira inévitablement par arriver. Et toi, c'est quoi ton genre de film ? À cette question, je me trouve toujours bien idiot à ne savoir quoi répondre. Parce que, me concernant, disons que c'est compliqué. Je sais bien que souvent, il y a ceux qui ne jugent que par les films de genre. D'autres, ça sera la science-fiction. Certaines, le film d'horreur. D'autres, par contre, s'attachent plus à un réalisateur, voire un acteur. Parce que dans chacune de ces prestations, c'est extraordinairement extraordinaire. Il y a ceux aussi qui filtrent par automatisme, telle classification ou telle autre, ne voulant pas entendre parler de films français, par exemple. Eh bien, me concernant, je ne me retrouve dans aucun de ces cas-là. Alors, je me suis mis en quête de répondre à cette question. C'est quoi mon genre de film ? J'ai donc eu des passades de films de type biopic, de comédie, de fantasy. Et à chaque fois, j'étais bien incapable de comprendre pourquoi j'avais aimé tel film d'un tel genre plutôt que tel autre, alors que la critique générale semble noter ces deux films de la même manière. Et un jour, dans ma période film de zombies, je suis tombé sur I'm Legend. J'ai adoré I'm Legend. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. I'm Legend en version originale ou Je suis une légende est sorti en 2007. Ce film nous raconte l'histoire du docteur Robert Neville, survivant d'une pandémie mondiale causée par un virus, le virus Crippin. Militaire, virologue et immunisé contre ce virus, il est notre héros. C'est donc à partir de son sang qu'il se donne pour but de trouver un remède. Pour ce faire, il a construit un laboratoire en dessous de sa maison qui est maintenant devenu un vrai bunker. Jour après jour, test après test, échec après échec, il continue malgré tout. Mais bon, faire de la recherche, c'est une chose. Encore faut-il arriver à vivre et à se nourrir. Et c'est ainsi que débute le film. On y retrouve Robert et sa chienne Samantha en patrouille dans les rues de New York cherchant de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as vu ? La chasse commence. La cible va trop vite. Le passage est bloqué. Ajuster la cible. Ouais, je sais, les effets spéciaux ne sont pas du plus bel effet, et surtout un lion à New York, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. L'alarme de sa montre sonne, la nuit arrive, il faut partir. On s'en va, ça. Une menace semble rôder. Une fois chez lui, petit repas, et surtout, Mange tes légumes. bien barricader les fenêtres. Le lendemain, après avoir fait un peu de sport, le docteur entre dans son laboratoire personnel. Et aujourd'hui ne semble pas être un jour comme les autres. Série GA, sérum 391, composé 6. Candidat suivant pour test sur l'homme. Mais pour cela, il faut un sujet. Mise en place d'un piège, capture faite. Sauf que... aujourd'hui ne semble pas être un jour comme les autres. Série GA, sérum 391, composé 6. Inefficace sur l'homme. L'expérience est un échec. En fait, si. Il semblerait que c'était bien une journée comme les autres. C'est mon anniversaire. Et comme cadeau, il va tomber sur ceci. Il a bougé. Fred a bougé là. Pardon, je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Vous ne savez pas qui est Fred. En fait, chaque jour, Robert a son petit rituel.
En dehors de ces expériences, il passe d'appartement en appartement vide dans le but de trouver de la nourriture, des médicaments, bref, tout ce qui pourrait lui être utile. Je suis un survivant, je vis à New York. Chaque jour, à midi, il se rend à un quai pour passer un message radio. J'émets sur toutes les ondes courtes. Je serai à South Street Seaport tous les jours à midi, quand le soleil est au plus haut dans le ciel. Et il va aussi choisir un film dans une vidéothèque. Et Fred, c'est lui. Bonjour Marge. Bonjour Fred. Serait-il devenu fou ? Non. Comment t'as pu arriver là? Fred, si t'es vrai, t'as intérêt de me le dire tout de suite. C'est un piège. Après avoir pris connaissance, il arrive à se défaire du piège, mais il se blesse. La nuit tombe et il ne fait pas bon rester dehors la nuit. Les infectés ne sont pas loin. Va s'en suivre... Sam sera mordu. Une fois rentré chez lui, Robert essayera de sauver Sam, mais il est déjà trop tard. Le virus a fait son effet, Robert doit enterrer son seul, unique et dernier compagnon. C'était pas un anniversaire joyeux. La nuit tombe et Robert, ayant très certainement perdu espoir, fait le choix de la vengeance, de passer à l'attaque. Sauf que le nombre d'ennemis semble beaucoup trop grand, et il ne doit son salut qu'à l'arrivée providentielle d'une personne. Réveil douloureux. Robert fait alors la connaissance de ses deux sauveurs, Anna et Ethan. Deux autres survivants qui ont entendu les messages radio de Robert. Anna l'informe qu'il semblerait qu'il existe un cas dans le Vermont, possiblement le dernier bastion de la vie humaine. Et Robert agit de manière plutôt... Non, il y en a pas. Fermez-la. Je l'avais mis de côté, ce bacon. Je vais monter une minute. C'est tout, laissez-moi monter. Ouais, va te reposer. Le soir arrivé, il y a un problème. C'est quoi ça? Bon, on va passer vite fait sur cette partie. La maison est prise d'assaut, nos héros se réfugient au laboratoire en dessous, et c'est à ce moment-là que... Ça marche. Mais ils sont pris au piège, il est trop tard. Et c'est alors que Robert va faire un choix. L'apparition d'un papillon dans les fissures d'une vitre prise d'assaut, la voix de sa fille qui résonne en lui. Papa, regarde, c'est un papillon. Anna porte un tatouage de papillon dans le cou. Alors, il donne un échantillon du sang de la patiente sauvée, met Anna et Ethan à l'abri, puis fait sauter le larme. Dans la scène suivante, Anna et Ethan arrivent enfin à ce dernier bastion avec le remède. Robert Neville devient celui qui aura sauvé le monde. Il devient une légende. Fin. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Alors je vais essayer de passer en revue les critiques les plus courantes que l'on peut entendre sur ce film. Mais avant ça, je dois vous donner mon avis sur le film. Je n'ai pas aimé cette version-là du film. Mais gardons ça de côté, on en reparlera un petit peu plus tard. La plus grosse critique qui est faite au film, c'est son appel à la croyance, à Dieu. Souvent, ses détracteurs expliquent que le christianisme est mis en avant par la multiple occurrence que l'on a du papillon dans le film. Parce que oui, le papillon est très présent, vraiment très présent. Voilà quelques exemples marquants. Sur le camion, Marley qui fait un papillon avec les mains. Dans le champ, Marley encore dans l'hélico. Et les deux que nous avons vus un petit peu plus tôt, sur la vitre et dans le cou. Soit. Je sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que je suis pas de cet avis. La symbolique du papillon n'est pas plus une symbolique chrétienne qu'une symbolique de renaissance. Au Japon, par exemple, il symbolise la femme et le bonheur conjugal. Il représente le soleil chez les Aztèques. Dans la mythologie grecque, Psyché porte des ailes de papillon, et en ancien grec, Psyché signifie papillon. Bref,
dire que le papillon dans ce film est une représentation de Dieu me semble bien facile pour pouvoir faire dire au film ce qu'il ne dit pas en fait. Je pense que les gens pensent ceci parce que la première apparition du papillon est celle-ci, sur le camion. Et en dessous du papillon, on peut lire « God still loves us », ce qu'on pourrait traduire par « Dieu nous aime encore ». Voilà, on attache le papillon à cette phrase et on dit que le lien est fait, circuler, il n'y a rien à voir. Mais ça allait bien vite et ne pas faire attention à ce qu'il a marqué en dessous. « Do we still love God ?» Ce qu'on pourrait traduire en « Devons-nous toujours aimer Dieu ?» Moi ici, j'y vois pas un appel à la croyance, j'y vois justement une interrogation sur la croyance. Alors, oui, on pourrait interpréter la chose comme étant un « vous n'avez pas assez cru en Dieu, voilà votre châtiment ». Mais aussi on pourrait voir le papillon comme l'arrivée d'un nouvel âge possible parce que la croyance en Dieu n'a pas résolu le problème du virus. La science, par exemple, pourrait être un très bon remplaçant. Puis, autre détail, si ce message est un message annonciateur d'une catastrophe divine, pourquoi alors il est sur un camion militaire qui semble être ici à cause de l'infection ? Du coup, la seule chose que l'on peut imaginer de ce message et du papillon en général, c'est qu'il sera la représentation d'un renouveau. Mais ça aussi on va le mettre de côté, on y reviendra plus tard. Depuis le début de cette vidéo, il y a une chose que j'ai passée sous silence. Ce film est en fait la 3e adaptation du roman Je suis une légende écrit par Richard Matheson. Et qui dit adaptation dit comparaison. Si en plus il y a eu plusieurs adaptations, alors là la comparaison entre les œuvres est limite obligatoire. Alors je vais le dire clairement, je n'ai pas lu le livre et j'ai vu les autres films. C'est tout, j'en dirai pas plus sur le sujet. En fait, vous l'avez peut-être remarqué, mais je ne m'attarde pas à expliquer qui a réalisé le film ou encore qui sont les acteurs. J'y reviendrai très certainement dans une autre vidéo, mais dans l'idée, quand je regarde un film, je regarde le film. Je me moque de savoir si l'acteur il est grand, petit. Je me moque de savoir si c'est une femme ou si c'est un homme. Et si nous sommes dans le cas d'une adaptation, alors je me moque de savoir si la personne est devenue noire, si le genre de ce dernier a changé. Je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui sont les personnages dans le film. S'entendre si la musique est bien adaptée au film, si elle a un vrai impact, si la lumière met bien en valeur tel plan ou tel autre. Je ne m'attache qu'à ce qu'il y a dans le film et uniquement cela. Sauf qu'ici, en fait, c'est plus compliqué. C'est compliqué parce que la fin de ce film est loin de la fin des autres adaptations. Alors, dans le principe que la fin change, ça ne me pose pas de problème. Surtout si cette fin est en accord avec les propos que tient le film. Je dis pourquoi pas. Mais ici, c'est plus compliqué. Et pour ça, je vais devoir vous parler de la fin du film. Vous l'avez peut-être noté, mais plutôt j'ai dit que je n'ai pas aimé cette version-là du film. Alors qu'en introduction, je vous ai dit que j'ai adoré le film I Am Legend. En fait, la fin du film telle que vous l'avez vue en salle ou à la télévision n'est pas la fin telle qu'elle était prévue initialement. Et elle change complètement ce qu'est le film dans sa globalité. Et pour cela, je me dois de vous la raconter. Le soir arrivé, il y a un problème. C'est quoi ça ? Bon, on va passer vite fait sur cette partie. La maison est prise d'assaut, nos héros se réfugient au laboratoire en dessous, et c'est à ce moment-là que ça marche. Mais ils sont pris au piège, il est trop tard. Et c'est alors que l'alpha, essayant de passer en force, s'arrête d'un coup. Il crie, puis il dessine sur la porte un papillon. Robert, étonné mais commençant sûrement à comprendre, va constater que sa nouvelle patiente porte un tatouage de papillon. Il comprend alors qu'il n'est pas face à un monstre. Il est face à une espèce qui a la capacité d'aimer. Et c'est alors qu'il fait le choix de rendre sa promise à l'alpha. Il lui réinjecte le virus et ils partent. Gardez cette image en tête un instant. La honte que ressent Robert. Il a tué tellement d'infectés, pensant bien faire. L'alpha ici pourrait le tuer, pourrait se venger. Et pourtant, il fait le choix de partir et de les laisser vivre. Puis, Robert, Anna et Ethan vont finalement partir dans le refuge vers le Vermont. Fin. Pour vous donner mon historique de la découverte de ce film, quand je l'ai vu la première fois, je ne m'attendais à rien de particulier. Comme je l'ai dit en introduction, chacun a des passes de ces genres de films. Et moi, à ce moment-là, j'étais en plein dans les films de zombies et de vampires. Du coup, je ne m'attendais qu'à cela. Un film de mort-vivant. Un virus, des zombies, pam pam piou piou, fin.
Puis tout le long du film, je me suis dit qu'il y avait quand même certains trucs bien pensés. En faisant abstraction de la 3D et des bouches bien trop ouvertes, je trouve l'image très propre, de belles images, de belles couleurs. Mais il n'y a pas que ça. Le fait de s'attarder sur certains moments de la vie de Robert, comme la visite de l'appartement, en quelques plans, on arrive à comprendre quel a été le changement brutal dans la vie de tout le monde. Un plan pour faire comprendre un ensemble de hors-scène. C'est propre. La gestion des flashbacks aussi est hyper intéressante. Parce que oui, je vous en ai pas parlé dans le résumé, mais il y a 3 grosses scènes de flashbacks qui retracent les derniers instants que passe Robert avec sa femme et sa fille, avant de les voir mourir dans un crash d'hélicoptère. Chaque flashback nous est montré pendant le sommeil de Robert et nous fait comprendre les émotions de ce dernier se réveillant toujours en sursaut, donnant du rythme au film, faisant passer de l'action à la désolation, des plaisirs simples au désespoir. Bref, trop de choses qui font que ce film n'est pas un simple film de zombies. Et plus ma découverte du film avançait, plus j'étais en train de me dire qu'il allait se passer un truc. Tous ces petits éléments qui n'avaient pas trouvé de résolution jusque-là, il devait se passer quelque chose avant la fin. Et puis la fin est arrivée. Et là, les bras m'en tombent. Vraiment ? Tout ça pour ça ? Vraiment ? Alors, j'ai sorti le Blu-ray de mon lecteur. Je l'ai remis dans son boîtier, étant à 2 doigts de le ranger dans le rayon à offrir aux gens que je n'aime pas plus que ça. J'aperçois inclus une version alternative du film. Bon, perdu pour perdu, autant voir de quoi il est question. Et oui, avec cette fin, le film est complet. Il y a des résolutions de plein d'éléments que j'avais trouvé intéressants. Oui, je trouve qu'il n'y a rien de plus rageant que de voir une œuvre qui manque de cohérence avec elle-même. Et ici, il n'est nullement question de savoir si la fin est plus proche de l'œuvre originale ou pas, même si c'est vrai. En fait, que ce soit une adaptation ne doit pas en rentrer en ligne de compte pour savoir si ce film est cohérent avec lui-même. Ici, l'important est de comprendre que cette fin est conforme aux propos que veut tenir le film. Et c'est d'autant plus important que le film soit cohérent avec lui-même, parce que pour moi, la question que pose Je suis une légende, c'est jusqu'où votre cohérence finira par vous faire faire des actes qui n'ont plus aucun sens. Ou dit autrement, quel est votre rapport au conformisme ? Alors rassurez-vous, je ne vais pas partir dans une critique de la société dans son ensemble. Je vais juste essayer de vous parler de notre rapport au conformisme, auquel on est prêt à se plier pour rester dans la norme. Pour commencer, je vous parler de l'expérience de H qui doit sûrement être l'étude la plus parlante en ce qui concerne le conformisme. Donc cette étude est la suivante. Sont réunies une dizaine de personnes dans une pièce pour faire un test de vue. Leur sont présentés alors des panneaux avec d'un côté une marque témoin et de l'autre 3 réponses possibles. Puis chacun doit donner à haute voix le résultat qui lui semble être le bon. C'est tout bon. Et à un moment, le groupe semble se tromper sans trop d'hésitation. Sauf lui qui semble troublé par la situation. Étonnant, non ? En fait, non. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le sujet du test, ce n'est pas la vue. C'est lui, justement. Tout le reste est mis en place pour voir sa réaction quand le groupe semble se tromper de façon grossière, mettant le sujet de l'étude dans une situation inhabituelle. Dois-je faire confiance au groupe ? Ou dois-je répondre ce qui me semble vrai ? Et dans plus d'un cas sur 3, la personne finit par se conformer au choix du groupe. Attention, il est très important de signaler ici qu'il n'y a pas d'entourloupe concernant la planche test. L'écart entre les longueurs de bâtonnet est clairement visible. De cette étude, plusieurs variantes sont apparues afin d'essayer de mieux comprendre les mécanismes qui poussent les gens à se conformer au groupe ou pas, comme par exemple la taille des bâtonnets. Plus l'écart semble difficile à détecter, plus grande sera le taux de conformisme. L'inverse n'étant pas forcément vrai. La taille du groupe aussi a un impact. Plus la taille du groupe est petite, plus il semble facile au sujet d'arriver à s'extraire du choix du groupe. Une autre variante porte sur un partenaire de confiance. Ici, quelle que soit la réponse du groupe, ce nouveau complice donnera toujours la bonne réponse. Et dans ce cas-là, le taux de conformisme chute. Dans une variante de cette variante, après avoir donné de temps en temps la bonne réponse, ce partenaire de confiance va finir par se conformer au groupe. Et dans cette situation, le sujet, s'il franchit le cap de se conformer au groupe, aura beaucoup plus de mal à reprendre son indépendance,
même quand le complice redonnera de temps en temps les bonnes réponses. D'autres variantes ont montré que le groupe n'est pas le seul facteur possible pour déclencher ce mécanisme de conformisme. Par exemple, l'ambiguïté de la question. Plus la question semble compliquée, plus le sujet aura tendance à se conformer. Ou encore si le sujet pense trouver une personne du même groupe socio-culturel, alors le taux augmente. Une personne autoritaire aussi dans le groupe a un vrai impact. Le fait de devoir répondre devant le groupe ou pas, etc., etc. Il y a eu des tas d'études là-dessus. Mais bon, je ne vais pas forcément entrer dans le détail de chacune de ces études. D'autres vidéastes ont déjà fait des vidéos de très grande qualité sur le sujet, comme Rizongul, encore lui, et Outside the Box. Si vous voulez en savoir plus, il y a des liens en description. Je trouve tout ceci juste passionnant. Cependant, pour aller un peu plus loin, je me dois de vous faire part d'une expérience en particulier qu'a réalisée National Geographic. Mais avant toute chose, je me dois de faire une petite aparté sur 2 points concernant la vidéo de National Geographic. Premièrement, je ne connais pas le contexte de la réalisation de cette expérience. De plus, je n'ai trouvé que des vidéos qui ont été uploadées sur des chaînes perso et non sur la page officielle de National Geographic. Du coup, n'attendez pas de moi que je vienne vous dire qu'il s'agit d'une réalité scientifique et objective. Prenez juste ce qui va suivre comme une piste de réflexion et pas plus. Deuxièmement, ne vous dites pas que jamais vous n'aurez agi de la sorte. Surtout pas. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a un biais cognitif qui existe que l'on appelle le biais de la supériorité illusoire. En bref, on a tous tendance à se penser plus fort, plus intelligent que la moyenne. Et on pourrait même parler d'un effet de surconfiance, mais on en reparlera une autre fois. Alors, cette expérience est faite dans une salle d'attente. Il n'y a ici qu'un seul sujet, tous les autres sont des complices. À intervalles réguliers, il y a une sonnerie, un bip. Et à ce moment-là, l'ensemble des patients vont se lever. Et au bout d'un moment, au bout de 3 fois pour cette personne, elle se conforme aux règles. Elle se lève sans savoir pourquoi. Puis l'expérience continue, et petit à petit, la salle se vide. Et là, réflexe pavlovien ou pas, elle continue à se lever alors qu'il n'y a plus qu'elle et la secrétaire. Passionnant, non? Mais c'est pas fini. On passe à une nouvelle étape maintenant. Un nouveau sujet arrive. Que va-t-il se passer? Eh ben, il y a contagion des règles. Par effet de meute. On parle ici d'apprentissage social. Le conformisme fait de nous des êtres sociables. Et souvent, c'est pas du tout un problème en soi. Je dirais même que c'est normal de fonctionner de la sorte. Personne n'a envie de se sentir exclu ou encore de donner l'impression d'être anormal. Dans la mesure où le sacrifice à faire n'est pas en totale opposition avec nos idéaux, on est souvent prêt à jouer le jeu, voire même à l'adopter. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Il semblerait qu'après avoir accepté ce sacrifice, on aurait tendance à s'auto-persuader que ce choix était une bonne chose, qu'on n'avait pas le choix, que c'était la chose à faire. Parce que notre cerveau, il n'aime pas bien les conflits internes. Alors, il va essayer de rationaliser au mieux avec ce qu'il a, faire des liens là où il n'y en a pas, d'apporter un semblant de vrai avec des choses qui, factuellement, ne le sont pas. Mais prenons quelques exemples pour illustrer la chose. Chocolatine ou pain au chocolat? Une bise, 2 bises ou 3 bises? Et surtout, on fait la première à gauche ou à droite? En voiture, faut-il rouler à gauche ou à droite? Doit-on dire 90 ou 90? Chacun a sa manière de dire et de penser en fonction de son patrimoine culturel. Moi, dans le cas présent, c'est chocolatine, c'est 2 bises. D'abord sur la joue gauche, rouler à droite, 90. Parce que dans ma meute, mon groupe social m'a appris ça. Je me suis conformé à cela et ça ne me pose aucun problème. Mais pour le plaisir, on va faire une petite expérience de pensée. Dans mon groupe, dans ma conformité, on me dit que ceci est bleu. Et depuis toujours, on me dit que c'est bleu. Ça c'est bleu pâle, ça c'est bleu nuit. Et un jour, je vais croiser une personne d'un autre groupe, d'une autre conformité. Et pour lui, ceci est rouge. Alors que pour moi, le rouge, c'est ça. Qui a raison? Biais de supériorité illusoire, c'est moi qui ai raison, c'est ma réalité. Changeons de point de vue maintenant. Dans mon groupe, dans ma conformité, on me dit que ceci est bleu, et depuis toujours on me dit que c'est bleu, bleu pâle, bleu nuit. Et un jour je vais croiser une personne de notre groupe, d'une autre conformité, et pour lui, ceci est rouge. Alors que pour moi, le rouge c'est ça, qui a raison. Biais de supériorité illusoire, c'est moi qui ai raison, c'est ma réalité. Ici, en fait,
c'est pas bien grave, c'est pas bien important. Sauf que si à la place de venir parler de rouge et de bleu, on vient parler de femmes inférieures aux hommes, d'homosexuels comme étant malades, de racisme, de religion, vous le voyez arriver ici le problème. Parce que pour certains, cette vision du monde est leur réalité. Et dans leur réalité, ils ont raison. Alors, peut-être qu'un jour, par chance, une chose leur fera changer leur point de vue. Et ils arriveront peut-être à déconstruire leur mur d'ego. Tout comme le docteur Robert Neville, ils comprendront. Voilà pourquoi j'aime ce film, voilà pourquoi j'aime ce genre de film. Des films qui dans leur dernier acte vont avoir cette chose, ce truc qui fait que vous allez revoir l'ensemble de l'œuvre sous un autre angle. Des films qui vous offrent de multiples lectures de l'œuvre. Et quand c'est bien fait, c'est tellement un plaisir de les voir et de les revoir. Mais attention, ça ne veut pas dire que je considère ce film comme étant parfait, loin de là. Parce que cette fin n'est pas parfaite. Dans cette version, on ne sait pas qui est la légende. Et s'il s'agit de Robert Neville, en quoi ses actes lui permettent d'être qualifiés de légende? Mais personnellement, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas la première fois qu'un titre ne colle pas forcément aux propos qui sont tenus dedans. En fait, ici, ce que j'aime par-dessus tout, c'est que dans cette fin, je trouve que la relation au papillon est largement plus claire. La race humaine ne sera en fait que la chrysalide, et cette nouvelle race serait le papillon. Ou dit autrement, la renaissance de la race humaine est la naissance d'une nouvelle espèce. Du coup, on constate que le papillon, il n'est pas pris au hasard. Oui, je suppose que vous dites que les infectés semblent violents. Un peu comme nous, non? Oui, aussi, ils semblent fonctionner en meute avec un chef. Un peu comme nous. Oui, ils ne sont pas capables de prendre des bains de soleil. Eh ben, nous, sans la technologie, on aurait bien du mal à vivre la nuit avec autant de facilité que maintenant. La réalité de la chose, c'est qu'ici, il s'agit bel et bien d'une nouvelle espèce ayant la capacité d'aimer. Que Robert Neville a fait des tests sur ces êtres vivants. Non pas parce qu'il était contre l'évolution, mais parce qu'il était incapable de la voir. Il est resté le même. Il est resté dans son confort imaginé, dans son conformisme idéalisé.